candidat, comme vous l'avez dit, il y a 2 ans aux dernières élections législatives, où nos scores sont de plus en plus importants. Hein. Finalement, vous soulignez qu'on était 4e, oui. Les 4 premiers se tenaient en 4 points. Donc très peu d'écart. 2 ans sont passés, de l'eau a coulé sous les ponts. Voilà, aujourd'hui nous avons un député qui a aussi un bilan à défendre, qu'il n'avait pas la dernière fois. Nous avons un front populaire qui s'unit à nouveau, tant bien que mal, sans vraiment comprendre pourquoi et comment. La candidate était déjà là la dernière fois puisqu'elle était suppléante de l'ancien candidat. Donc on rappelle son nom, on va faire un petit peu de pub. Bien sûr. Fatima Kourich, Voilà, c'est ça. de Montceau-les-Mines. Et puis donc, Gilles Plattray, qui entre-temps n'a plus l'étiquette LR, il se présente libre. Divers droite, divers droite. Comme il dit, voilà. divers droite. Maire de Châlons surtout. Il n'y a pas de souci. Oui, enfin là c'est surtout un candidat. Oui. Oui, c'est le maire de Châlons, mais nous ne sommes pas dans une élection municipale. Nous sommes dans une élection législative, donc nous sommes tous candidats. Nous sommes tous sur le pied d'égalité. Nous avons la chance, j'ai la chance d'être moi dans un grand parti, qui est aujourd'hui le premier parti de France, il faut le reconnaître, qui était la première opposition, mais qui est aujourd'hui le premier parti de France. Voilà. Aujourd'hui, si de plus en plus de personnes nous font confiance, c'est pour plusieurs raisons. Voilà, la dégradation de leur vie, de leur vie personnelle, la dégradation de leur pays. Oui, ils sont inquiets. Ils sont inquiets pour eux, pour leurs enfants, pour leur avenir. Mais c'est aussi un vote d'adhésion aujourd'hui, contrairement à ce que peuvent dire nos opposants. Voilà, les gens se retrouvent depuis des années, de plus en plus, à travers nos programmes, à travers nos idées, puisque c'est des idées qui les touchent, qui sont simples, qui les touchent eux personnellement dans leur quotidien. Notamment le pouvoir d'achat. Alors, oui, on va faire ça. Hein. Donc, on va rappeler quand même que vous êtes de Châtenois. Oui, enfin de Châlons. Mais de Châlons, du Grand Châlons, alors que votre suppléant... Saint-Rémy. Saint-Rémy, d'accord. Donc vous restez sur le Châlonnais, voilà. Alors que le nouveau Front Populaire a la candidate qui est de Montceau-les-Mines, on va dire ça, et le suppléant de Châlons. Oui, nous n'avons pas de candidat de l'autre côté de la Circo, mais nous avons beaucoup de monde. Nous avons beaucoup de gens qui nous soutiennent, nous avons beaucoup de militants aussi. Je rappelle que nous sommes sur le terrain. Certes, nous n'avons pas encore commencé les derniers jours par rapport à certains, mais nous sommes prêts. Nous militons toute l'année. Donc de toute façon... Vous êtes présents sur le terrain, vous? Ah bah oui, on était à Monceau il y a quelques semaines avant la dissolution. Hein, donc voilà, on finissait la campagne des élections européennes. Dites au passage où dans le Bas-Saint-Minier, pratiquement toutes les communes ont flirté, voire dépassé même les 40%. Donc c'est un score historique. Même dans les villes comme Châlons, où nous sommes arrivés en tête avec 28%. Oui, ce sont 2 élections différentes. Oui, il ne faut pas mélanger. Les européennes et les législatives, c'est différent. Mais force est de constater que c'est des chiffres sur une pente ascendante. Ça reste une tendance. Alors, voilà, qui doit se concrétiser aussi dans les autres élections. Alors, votre parti, le Rassemblement National, dont le président est Jordan Bardella. Donc, votre candidat, Jordan Bardella, a défini 4 priorités pour vous, pour votre liste. Le pouvoir d'achat, l'immigration, dont on entend parler depuis très très longtemps, la sécurité, et enfin l'accès à la santé, avec bien sûr d'autres points, mais bon, c'est les 4 priorités qu'on va essayer d'aborder. Alors on va commencer un petit peu par le pouvoir d'achat. Donc dans ce que dit maintenant Jordan Bardella, il y a les mesures d'urgence qui vont être prises dès le 8 ou 9 juillet, entre l'été et l'automne. Entre l'été, enfin pendant l'été, puisque dès que la Chambre va se réunir pour élire son président, et voilà. Donc là, il y a des mesures d'urgence, et après il y a des mesures de programme plus lointains. C'est ça. Alors dans les mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat, au départ, il y a quelques mois, même dans le programme de Marine Le Pen, on parlait de baisser la TVA de 20% à 5,5% pour tous les produits de nécessité, de première nécessité. D'accord?
Et là, dans le programme actuel, on parle plutôt de baisser la TVA pour l'énergie et pour le reste, voilà. Au mois de septembre, octobre. Alors, je vous rassure, le programme ne change pas. Oui. C'est pour ça que les Français nous plébiscitent de plus en plus. Bon, simplement, là, c'est une dissolution, bien sûr. Donc, il faut aller au plus rapide. Voilà, comme vous l'avez signalé, oui, ça se passera si nous prenons le pouvoir. Donc, si nous sommes en majorité et que Jordan Bardella est Premier ministre. Alors, Jordan Bardella a dit qu'il serait Premier ministre que si vous aviez la majorité absolue, voilà. Parce qu'il y a des majorités relatives, comme celle du président Macron de 2022 à 2024. Donc, oui, bien sûr, les taxes restent au cœur des Français, au cœur de notre programme. Oui, bien sûr, la TVA sur les énergies, les carburants, mais aussi sur le reste. Mais, voilà, mais l'état d'urgence, voilà, c'est ce que nous demandent les Français sur le terrain, qu'on rencontre très régulièrement. Voilà, de nombreuses choses concernant le pouvoir d'achat, mais c'est vrai qu'en premier lieu, voilà, comme vous l'avez signalé, il y a un temps d'urgence à travers ces 4 sujets. Voilà. Et oui, donc dans le pouvoir d'achat, oui, il faut absolument redonner du pouvoir d'achat aux Français. Mais pourquoi pas baisser? Bon, parce que baisser la TVA, c'est facile, hein. C'est facile, mais donc c'est facile à faire. Après, il faut voir les conséquences. Pourquoi pas baisser le prix de l'énergie, hein, de 20 à 5,5%, et pourquoi pas baisser ça aussi pour les 100 premiers produits nécessaires à la vie de chacun? Parce qu'il y a des urgences. Voilà, il y a ce qu'on peut faire le plus rapidement, au mieux, pour redonner un peu d'air aux Français. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire concrètement. Et ensuite, bien sûr, il va falloir discuter des plans au niveau européen aussi pour négocier toute la suite, parce que c'est tout à fait possible. La France, nous sommes un grand pays, un grand pays qui est fondateur de l'Union européenne. Donc voilà, on doit être écouté, on doit imposer nos idées. Et donc c'est en voie, hein. Nous avons beaucoup d'alliés maintenant depuis les élections européennes. Je sais que notre président en rencontre encore. Donc oui, nous serons une force en présence très importante. Alors on baisse la TVA, hein, sur dans un premier temps sur les produits énergétiques, dans un second temps à l'automne, hein, sur les produits de première nécessité, donc je veux dire les pâtes, le savon, enfin voilà, tout ce qui sert à vivre. Donc ça veut dire des pertes de rentrée d'argent pour l'État, parce que la TVA, ça va à l'État. Alors comment vous allez, dans votre programme, comment vous allez arriver à compenser ces pertes de recettes? Comment vous allez subventionner tout ça en fait? Parce qu'il y a plein de propositions, mais ça coûte de l'argent. Comment vous allez faire? En fait, c'est globalement, hein, enfin, en fait, c'est pas dans les mesures d'urgence qu'il faut regarder uniquement les économies. En fait, on a un grand problème, un grand programme. Notamment sur l'économie, qui s'améliore au fil du temps. Voilà, donc oui, des économies en France, il y en a plein à faire, il y a un bon nombre, sur beaucoup de domaines, notamment sur le gaspillage, sur beaucoup de choses. De l'argent, on en a en France, on en a. Voilà, il y a plein de choses à faire, on a beaucoup de leviers à actionner. Alors oui, il faut être au pouvoir. Oui, il faut être Premier ministre aussi. Et aussi, il va falloir être président de la République pour 2027. Pour pouvoir vraiment actionner tout ce que nous pouvons faire. Voilà, aujourd'hui, voilà, nous souhaitons rentrer donc dans ce système-là. C'est pour ça que nous devons parer à l'urgence et que voilà, nous écoutons les Français sur le terrain et toutes ces possibilités-là, il y a beaucoup de choses, c'est faisable largement. La France a aussi un certain budget, donc tellement large que nous pouvons jouer aussi sur le budget, et notamment les économies bien sûr. Au niveau économie, en 2022, si on se rappelle de la campagne des présidentielles avec le candidat Fillon, hein, il avait prévu lui de supprimer 500 000 fonctionnaires. Est-ce que vous, dans votre programme, il y a des mesures comme ça? Alors fonctionnaires, on dit, hein, c'est la police, c'est l'école, c'est aussi les médecins, etc., l'hospitalier. Non, nous défendons, enfin, tout est à revoir en fait. Nous déclencherons un grand audit
en France, une fois qu'on sera aux manettes. Un audit déjà budgétaire pour vraiment savoir où l'État en est et donc où vraiment faire des économies. Et un grand audit aussi pour discuter avec l'Union européenne et notamment revoir aussi le pacte, le fameux pacte des migrations. Oui, on en parlera après. Qui nous impose les migrants dans nos villes et nos communes. Voilà, donc il y a beaucoup d'économies à faire, beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Encore faut-il en avoir les moyens. Donc il faut être élu, il faut être au gouvernement et surtout il faut en avoir la volonté parce qu'aujourd'hui c'est possible mais on ne le fait pas. Alors par rapport à l'audit, chaque nouvelle majorité fait un audit. Par rapport à l'état financier de la France, il suffit de regarder le rapport de la Cour des comptes qui date de 3 mois et qui donne l'état de la France. Donc moi, l'audit financier je vois pas trop. L'audit social, oui, c'est plus à mon avis intéressant parce que l'audit financier, vous allez voir, vous avez des représentants qui sont dans votre groupe, qui sont dans les commissions des finances. Donc les chiffres sont connus. Ah oui, mais c'est des chiffres qui déconnectent complètement les Français de leur quotidien. Mais quand vous dites déconnectent, est-ce que ces chiffres pour vous sont pas vrais ou quoi? Ah bah ils s'approchent certainement au maximum de la réalité. Oui. Donc quand on a 3 000 milliards de dettes en France, c'est quelque chose de phénoménal et surtout qu'on a un tiers, 1 000 milliards qui s'est creusé sous Emmanuel Macron. Mais donc, voilà, soi-disant qu'on était des Mozart de l'économie avec des ministres du budget dont a participé à l'époque notre député actuel de notre circonscription. Voilà, ça laisse des gens pensifs. Mais pour savoir qu'il y a 3 000 milliards de dettes, il n'y a pas la peine de faire un audit, tout le monde le sait. La Cour des comptes le dit. Donc l'audit. Il faut quand même le dire, puisque les Français en général, certains suivent les événements, suivent les chiffres, suivent la politique, mais c'est pas la majorité de tous les Français. Voilà, aujourd'hui, il faut quand même expliquer ce qui se fait actuellement, ce qui s'est fait dans le passé, de bien ou de mal d'ailleurs. Et voilà, expliquer ce qu'il en est aujourd'hui, comment notre pays a pu se dégrader et comment on peut avoir les solutions pour redresser le pays. Alors c'est pour ça qu'on leur propose aujourd'hui un redressement national avec une union nationale pour un gouvernement d'union aussi. Alors quand vous parlez d'union, vous pensez à qui? Alors, il y aura vous bien sûr dans l'union. Vous avez bien suivi les éléments. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une union patriote qui va au-delà des partis puisqu'on rassemble certains cadres ou certains élus de plus en plus nombreux d'autres partis, venant certes de LR mais aussi de Debout la France, par exemple. Voilà, et du civil aussi. On a aujourd'hui des candidats fraîchement nommés qui viennent du civil. À l'image des nombreux ralliements que Jordan Bardella avait eu pour les élections européennes. Aujourd'hui, nous sommes armés pour gouverner et nous sommes prêts. Alors, est-ce que dans votre union qui dépassera les partis politiques, est-ce que vous, au niveau politique, est-ce que vous voulez faire une union avec le parti Reconquête? Apparemment, j'avais cru comprendre que Jordan Bardella avait dit non, même si Éric Zemmour n'était pas d'accord, mais bon. Reconquête est un parti un petit peu à part, vous savez un peu ce qui s'est passé. Marion Maréchal a appelé à soutenir les candidats Rassemblement National ou de l'Union Patriote. Ils se sont engagés aussi à avoir quasiment, voire aucun candidat Reconquête présent contre nous dans les circonscriptions où on se présente. Donc oui, c'est une union de fait en fait. Mais même si Éric Zemmour n'est pas d'accord avec ce que et qu'il a présenté contre vous, il y aura des circonscriptions où il y aura des gens de Reconquête. Éric Zemmour, on verra ce qu'il fera dans le futur. Vous voyez bien que Reconquête est en train de se séparer, enfin de se disloquer en interne. Et nous connaissons des gens locaux, Reconquête, des gens de la région, même des gens nationaux qui vont voter pour vous. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, ils parlent pas forcément comme nous sur certains sujets,
Mais aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on disait depuis le départ, c'est une urgence. On a une urgence en France. Les Français, ils sont dans l'urgence de leur fin de mois, ils sont dans l'urgence, inquiets pour leur sécurité aussi. Alors justement, en parlant de sécurité... Et donc, oui, il faut parfois avoir une union parce que nous devons gouverner et représenter ces Français et vraiment redresser ce pays à travers un gouvernement d'union. Alors au niveau donc on a parlé un petit peu du pouvoir d'achat, hein. Maintenant on va parler de la sécurité, que vous venez de l'aborder. Alors quelles sont vos mesures? Bon, on ne va pas toutes les dire parce que c'est impossible. Alors allez-y, quelles sont vos mesures prioritaires? La principale, c'est l'instauration des peines planchers. Alors on revient donc à ce qu'avait voté en 2000, je ne sais pas combien. C'est la principale. Alors il y en a, Sarkozy, il y en a, oui. Mais peut-être, oui, bien sûr. Après, encore une fois, hein, nous écoutons ce que les Français demandent. Certaines choses, beaucoup de choses sont dans nos programmes depuis des années. Pour nous, c'est pas nouveau en fait. Ni le pouvoir d'achat, ni la sécurité, ni l'immigration, ni même les autres sujets. Beaucoup de choses étaient déjà dans nos programmes. Beaucoup de choses s'améliorent aussi, évoluent un peu. Mais il n'y a pas de secret, hein. Aujourd'hui, les élus représentent les Français, représentent leurs électeurs. C'est que certains ont oublié aujourd'hui, notamment en Macronie. Voilà, nous sommes ouverts à toute discussion sur certains sujets, dans le meilleur, pour le bien de tous les Français et chez nous, de nos habitants, de notre circonscription. Alors les peines planchers, on rappelle ce que ça veut dire, parce que bon, c'est un mot, mais bon, les gens qui sont peut-être ouverts, c'est quoi une peine plancher? En fait, c'est le respect tout simplement des peines. Oui. En fait. Grosso modo. C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire, moi je suis condamné à 2 ans de prison pour un délit. En fait, ça englobe beaucoup de choses. D'accord. Ça englobe notamment les remises de peine. Ça englobe beaucoup de choses. La vraie perpétuité qui n'existe pas en France, malgré que le mot existe, elle n'est jamais appliquée. Sachant que les syndicats de gardiens de prison, de la pénitentiaire, sont contre cette peine à vie, hein, puisqu'ils estiment que la personne qui est condamnée à vie, au niveau de la sécurité des gardiens, ça devient très dangereux. Alors, oui, enfin, après, ça dépend le contexte. Ouais. Ça dépend beaucoup de choses. Vous savez qu'on est aussi pour les forces de l'ordre en général, y compris les surveillants pénitentiaires. Alors oui, aussi, il manque aussi de moyens. Alors, ils ne sont pas d'accord pour l'instant parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas assez de locaux. On manque de prisons, vous le savez. Nous aussi, les constructions des places de prison sont dans notre programme aussi. Et vous voulez aussi augmenter le nombre de fonctionnaires de police, de non-fonctionnaires de la justice, parce qu'on est dans une pénurie. Bien sûr, on rencontre beaucoup de forces de l'ordre, certains nous rejoignent, beaucoup, notamment aux élections européennes. Hein, vous avez pu voir que Mathieu Vallet nous a rejoints. Le commissaire Mathieu Vallet. Voilà, c'est ça. Du syndicat aussi, du syndicat policier. Oui, il faut leur donner des moyens d'agir correctement. Alors bien sûr, sans les abus qu'on a pu avoir. Et encore, voilà, il faut leur donner des moyens pour mener à bien leur mission et lutter surtout contre le mot, c'est l'ensauvagement de notre société. Aujourd'hui, l'irrespect de la hiérarchie. Alors oui, c'est dans les forces de l'ordre, mais c'est aussi à la maison parentale, ça concerne aussi à l'école, ça concerne, et puis derrière, la justice. Vous parliez de la justice qui ne suit pas les décisions. Donc oui, tout est à remettre à plat et bien évidemment, les peines, notamment, seront recalculées en fonction. Alors la justice aussi, vous êtes d'accord pour augmenter le nombre de greffiers et de juges, parce que ça... Pourquoi ça dure longtemps? Parce qu'il n'y a pas de personnel pour traiter les dossiers. À la base, c'est aussi surtout diminuer les faits divers. Hein. D'accord. Déjà, à la base, ce qu'on dit faits divers, aujourd'hui, le gouvernement parle souvent de faits divers, il minimise. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses, c'est des faits de société. Aujourd'hui, parce qu'avant, c'était rarement. Aujourd'hui, regardez les infos, on n'en parle même plus de certaines choses, parce que c'est banal. C'est tous les jours. Il y a des accidents, des incidents, passés sous silence aussi. Et oui, nous ferons le nécessaire d'abord déjà pour qu'il y ait moins
de choses comme ça, bien sûr, pour ensuite mieux maîtriser les sanctions et arrêter ce laxisme qu'on a, du coup, ce laxisme judiciaire qui permet l'impunité de certains. Alors, par rapport au laxisme judiciaire, plein d'observateurs disent que la justice est très sévère. Le problème, c'est que le problème de la justice, c'est qu'elle punit 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après l'événement. Donc quand vous avez un jeune délinquant, s'il est jugé 2 ans après, à 3 ans, pour lui, il a pu faire sa vie, et sa vie de délinquant aussi. En fait, c'est un peu, on joue sur les mots. Enfin, ça fait partie du laxisme, ça. Même si, mais c'est pas dû au juge. Même s'ils sont sanctionnés, et encore, vous savez qu'il y a encore une fois, il y a les appels, il y a les remises de peine, en général, on va jamais au bout de la peine, on ressort au bout de la moitié, à peine, des fois. Combien Donc vous seriez pour une application totale de la peine, ou est-ce que quelqu'un qui est en prison, s'il se conduit bien, et les gardiens de prison disent que c'est important, il a une remise de peine. Est-ce que vous êtes opposé à ça ou pas? Encore une fois, tout dépend du profil. Oui, non mais là c'est sur le profil. Si c'est quelqu'un forcément qui a tué des personnes ou qui a violé des femmes ou des enfants, c'est pas possible. Ou un terroriste, c'est pas possible. Après, voilà, tout dépend. Alors, si c'est dû, par exemple, à un accident de la route ou quelque chose comme ça, c'est différent. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier, en fait. Donc, oui, ce sera jugé selon les personnes, suivant la gravité Donc, de leur méfait. Vous ne remettez pas en cause la remise de peine qui est... Pas complètement. Pas complètement. Parce que la remise de peine, elle est parfois automatique. Bon, mais parfois aussi, il y a des juges, le juge d'application des peines, qui dit oui ou non. Nous devons être capables de gérer ça. D'accord. Voilà. Alors, pour les mineurs délinquants et récidivistes, vous avez prévu une mesure par rapport aux parents, c'est-à-dire leur supprimer les allocations familiales. Autres, oui, c'est une ligne au programme, oui, entre autres. Oui. Alors on fait ça tout de suite. Bon, il y a un gamin qui a volé 1 fois, 2 fois, donc il est récidiviste. Ou qu'est-ce qu'on fait? Là, en l'occurrence, on ne parle pas seulement du gamin qui a volé 1 fois ou 2. On parle aujourd'hui des mineurs qui tirent sur les policiers, voire qui les tuent, comme ça s'est passé malheureusement récemment dans l'actualité. Où aujourd'hui, même les policiers on ras-le-bol, et parfois, non seulement ils n'ont pas l'ordre de faire leur travail, localement j'ai discuté avec certains qui m'ont dit la même chose. Certains policiers de Chalonnais, entre autres, et de la circonscription aussi. D'accord. Aussi bien dans la gendarmerie que la police d'ailleurs. Ou alors aujourd'hui, il laisse faire, et il se passe comme il s'est passé il y a quelques semaines, où le refus d'obtempérer a été percuté à un autre véhicule et tué des autres personnes. Voilà. Alors voilà, il y a vraiment 2 poids 2 mesures, il faut vraiment qu'on règle ce problème. C'est possible. Mais quand un policier tire sur quelqu'un pour un délit de fuite, est-ce que dans votre politique, dans votre esprit, bon voilà, il y a une enquête ou pas une enquête? Alors, tellement il y a une enquête. Il y a enquête. Bien sûr, si c'est une erreur, c'est normal. Ou une faute. Une faute, ça arrive. Ça peut arriver, malheureusement, ça arrive dans tous les métiers. Bien sûr. Mais ça n'arrive pas tant que ça. Par contre, à chaque fois, voilà, ils sont plutôt stigmatisés. Dès qu'il y a un doute, tout est fait pour que ce soit dit, que ce soit de leur faute et tout. Et non, voilà, il faut laisser faire l'enquête. Et parfois, c'est justifié. Alors, ça peut être justifié. Alors, bien sûr, si c'est une faute, c'est pas justifié, il n'y a aucun problème. Donc, c'est une faute, le policier doit être condamné, on est d'accord? Il doit être condamné, voilà. Mais à l'échelle des délits français, à l'échelle des délits que les policiers gèrent, ne serait-ce que dans une journée, dans une semaine ou par mois, finalement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça n'arrive jamais, enfin ça n'arrive quasiment jamais. Alors on va parler un petit peu d'immigration. Donc vous avez la volonté, mais vous n'êtes pas le seul, à reconduire les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire. Voilà, ce sont des gens qui sont rentrés irrégulièrement en France par la Méditerranée ou entre autres, mais par d'autres voies aussi parfois terrestres. Donc ils sont là illégalement. Donc ils sont
ils ont une OQTF, une obligation de quitter le territoire en un mois. Donc vous voulez, donc actuellement il y en a 22% qui retournent dans leur pays. Donc vous ne trouvez pas que c'est pas assez, puisqu'ils devraient tous quitter. Hein. Alors comment vous allez faire pour avoir un peu plus que 22% qui est le nombre actuel? Juste un petit rappel brièvement, nous sommes la France. Oui. Nous sommes un grand pays. Oui. Et nous avons beaucoup de marge de manœuvre pour discuter, négocier avec les pays d'origine. Oui. Vous savez qu'on souhaite traiter les demandes dans les ambassades des pays de départ. Ça, c'est une ligne au programme qui restera toujours. C'est la double frontière, ça? Non, pas encore. Non, c'est autre chose, ça. Voilà. D'accord. Donc, déjà, il y aurait moins de flux si on gère déjà les flux au point de départ. On rappelle à nos téléspectateurs que c'est pas aussi simple que ça, les OQTF. Hein, parce que, bon, moi, j'étais faire un reportage au centre de rétention administrative de Lyon. Il y avait des gens qui étaient en OQTF, qui étaient dans l'avion. Ils n'avaient pas de visa consulaire, c'est-à-dire que le pays d'accueil d'Afrique ou du Maghreb ne voulait pas d'eux. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus en France. Et après 90 jours de détention, ils sont remis en liberté. Hein, et puis après, ils sont repris parce qu'ils sont en OQTF et on tourne en rond. Alors, pour ces pays comme l'Algérie, comme le Maroc, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils récupèrent leurs ressortissants délinquants? Ah bah, il y a plusieurs moyens. Hein. Bien sûr, vous savez que la France verse beaucoup d'argent dans certains pays, notamment les derniers cités, chaque année. Bien sûr, on peut faire pression là-dessus, on peut faire pression sur les visas. C'était au programme aussi depuis des années. Et je rappelle aussi que voilà, la France est notre maison. Comme l'a dit Marine ou Jordan les dernières années, voilà, on a une porte, une fenêtre. Et voilà, on doit être libre aussi de pouvoir maîtriser. On ne dit pas d'accueillir personne. Mais bon, quand quelqu'un sonne à la porte, on aimerait bien savoir qui c'est et savoir si on ouvre ou pas. Quoi. Voilà. Alors, dans ces immigrés, hein, dans ces migrants, bon, il y a ceux qui viennent pour des raisons économiques, parce que chez eux, ils mangent plus, hein, ils n'ont plus à manger. D'autres viennent parce que, bon, ça existe, hein, on regarde en Afrique, il y a beaucoup d'argent qui est donné, mais le peuple n'en voit pas beaucoup la couleur, hein, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup quand même de grands dictateurs qui sont assez riches. Donc moi, je prends un exemple d'un migrant qui demande l'asile politique, d'accord? Bon, dans notre constitution, la France accueille les réfugiés politiques. Alors comment ça se passe pour lui? C'est-à-dire? Il veut venir en France. Actuellement, c'est ce qu'ils font. Ils viennent en bateau, hein, ils arrivent en Italie, ils remontent. La question, c'est surtout qui leur dit de venir en France et comment? Oui, je prends les Afghans par exemple. Voilà. Je prends les Afghans. Comment vous faites avec les Afghans? Alors, dans votre programme, ils demandent au consulat de France, ils font une demande de dépôt de statut de réfugié politique au consulat de France, à Kaboul. Est-ce que c'est un asile? Est-ce que c'est une demande d'asile? C'est une demande d'asile? Oui, c'est une demande d'asile, oui. C'est une demande d'asile. D'asile politique. D'accord. C'est des gens. Alors, comment ils font? Donc l'asile sera étudié. Oui, mais et selon le résultat, eh ben, soit... Mais comment ils font pour déposer? Parce que j'ai cru comprendre qu'ils devaient déposer au consulat de France à Kaboul. Ils savent le faire depuis des dizaines et des dizaines d'années en France. Mais parce qu'on a des associations qui vont les chercher, qui leur disent tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'ils ont droit, contrairement aux Français qui, eux, ont droit à des choses mais qui ne sont même pas au courant. Oui, mais vous, dans votre programme, vous dites que les demandeurs d'asile, bon, il y en a ici. À Doma, il y a des Afghans, il y a à peu près une quinzaine d'Afghans qui sont là. Ils sont là depuis 1 an et demi, ils ont fait leur dossier, hein, qui sera accepté ou pas. S'il n'est pas accepté, ils deviennent au QTF, ils seront envoyés. Bon, en Afghanistan, ça posera quand même problème. Donc, j'ai cru comprendre que dans votre programme, ces demandeurs d'asile, ils allaient au consulat du pays, de leur pays, donc l'Afghanistan, déposer un dossier de réfugiés politiques. Bon, est-ce que vous pensez vraiment qu'un Afghan va pouvoir se rendre sans problème au consulat de France et que les talibans vont dire « bravo, vas-y, vas-y ». Est-ce que ça c'est réalisable? Est-ce que au Yémen c'est réalisable? Est-ce qu'en Syrie c'est réalisable ça? Est-ce que l'état de politique de l'Afghanistan que moi je connais bien, est-ce que c'est impossible? C'est impossible. Donc comment ils font ces gens-là? Après, voilà. Faut adapter. Faut aussi savoir voilà, comment ils arrivent
Oui, mais c'est ça qui est important. Oui, mais dans votre programme, c'est ils vont au consulat de leur pays, donc d'Afghanistan, ils déposent une demande de réfugiés politiques, puis ils attendent. Ça, on sait très bien qu'en Afghanistan, c'est impossible. Toute personne qui s'approche du consulat de France, il est arrêté. Malheureusement, nous, on a du mal à gérer les problèmes français. Oui. Hein, donc, gérer les problèmes de l'Afghanistan en même temps. Oui, mais voilà, nous, on a une politique internationale aussi. Après, quand on est aux manettes, bien sûr, on aura, mais c'est pas encore le cas. Donc, voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que ça pose quand même un problème pour tous ces gens qui en Afghanistan vont être tués ou emprisonnés ou torturés, et dans d'autres pays aussi, hein, l'Afghanistan ce n'est qu'un exemple. Vous savez, parce que vous parlez seulement d'Afghanistan. Non, mais je parle du Yémen, je parle de... vous savez, moi je connais bien le problème de l'Ukraine, ouais. Et vous savez très bien que ceux qui veulent partir, ils peuvent partir. Hein. Oui, mais dans l'Ukraine. Hein. Oui, mais même quand ils sont dans les zones occupées. Hein. Oui. Mais même sous les bombes. Hein. Mais donc ils veulent partir, mais ils peuvent aller au consulat de France à Kiev. Le problème, c'est qu'ils viennent aussi, tout le monde. Alors, je parle pas des Ukrainiens, hein, je parle de beaucoup d'autres pays aussi. Ils viennent aussi surtout en France parce qu'on leur dit de venir en France. Vous savez très bien que on leur donne quasiment tout en France. Voilà. Alors, donc, oui, ils viennent. Voilà, mais il faut peut-être aussi que les associations qui les gèrent, notamment en Méditerranée, faut pas faire ce qu'ils font. Ils ne font pas leur travail. D'ailleurs, l'ancien patron de Frontex en a parlé. Vous savez qu'il a rejoint la liste de Jordan Bardella aussi pour les élections européennes. Bon, il a aussi quelques problèmes avec l'État. Oui, hein. mais il est quand même. Parce qu'on l'a empêché de faire son travail. Et c'était à l'époque où une partie, à l'époque où la présidence française était aussi à la tête de l'Union européenne. Donc, vous voyez, peut-être les gens n'ont pas fait tout ce rapprochement. Enfin, la justice donnera son avis, hein, donc, il y a mais beaucoup de il est quand même impliqué. Qui sont publiques, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Et voilà, c'est pour ça que ces gens-là nous rejoignent aujourd'hui, tout simplement, pour apporter leurs analyses. C'était quand même le président de Frontex. C'est pas rien. C'est le directeur. Directeur, parce que c'est quand même l'espace Schengen. Mais il a été remercié, donc voilà, c'est-à-dire que les États de l'Union européenne ont trouvé que sa façon de travailler ne correspondait pas à la politique européenne, qui n'était pas forcément la bonne. Et pourtant, ça correspondait à sa mission. Oui, sa mission. Mais la mission de Frontex qu'on leur donne par rapport à l'Union européenne a changé. Et donc, c'est cette Union européenne qu'on ne veut plus. Tout simplement. Par rapport à ces migrants illégaux qui arrivent en France par la Méditerranée ou ailleurs, donc ils ont droit en France, quand ils sont là, ils ont droit à l'AME, l'aide médicale d'État. Et donc vous avez dans votre programme, allez-y. Alors oui, nous souhaitons mettre en place donc l'AMU, du coup, l'aide médicale d'urgence. Oui, donc à la place de l'AME, voilà. L'aide médicale d'État. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, tout à fait, c'est différent. Bien sûr qu'on s'occuperait des gens qui arrivent. Bien sûr, des gens qui arrivent sur nos côtes. Bien sûr, certains de nos opposants vont dire qu'est-ce que vous allez en faire Eh bien, si. Excusez-nous, nous sommes humains. Excusez-nous. Oui, nous les soignerons. Oui. En urgence. Oui. Pour les urgences. Médicale d'urgence. Voilà. Pour les remettre en bonne santé, mais bien sûr ensuite pour les repréparer à repartir. D'accord. Tout simplement. Ok. Donc ça c'était pour. Alors, dernier point sur l'immigration. Votre thématique c'est zéro immigrant. Non. C'est quoi alors votre. Non, c'est une diminution certaine et drastique de l'immigration. Pour arriver à combien? Parce qu'il y aura toujours des migrations. Zéro, non. Zéro, c'est impossible. Il y a immigration et immigration. Il y a l'immigration légale, l'immigration illégale, je parle pas de cela. L'immigration économique, l'immigration. On ne peut pas tout mettre dans le même sac. Alors pour l'immigration économique, pour des gens qui travaillent actuellement dans la restauration en tant que clandestins, qui sont employés par des patrons français, dans le BTP, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Ce sera du cas par cas. Cas par cas. Du cas par cas, parce que bien sûr, il y aura des méritants. Il y aura des abus, mais pas que eux. Il y a aussi des patrons. Oui, qui en profitent. Il y a aussi, alors oui, ce ne sera pas tout directement de leur faute. Voilà, on est obligé de faire du cas par cas. Il y a trop de problèmes, trop de cas différents. Encore une fois, on ne peut pas loger tout le monde à la même enseigne. Parce que la présidente
la première ministre d'Italie, dans son programme des élections, il y a 2 ans, je crois, elle avait dit 0 migration. Or là, en 3 ans, elle va accorder 450 000 visas de travail. Mais vous savez que l'Italie, au niveau géographique, c'est quand même compliqué, c'est quand même pas une presqu'île, mais on s'en rapproche. On sait que c'est une filière d'immigration au sud, à l'est aussi, et puis du coup à l'ouest, du côté français, forcément. Et tout ceci, c'était aussi avant les dernières élections européennes. Donc voilà, les résultats ont été faits dans tous les pays d'Europe. Aujourd'hui, il y a des accords, des alliances qui sont encore en cours. Il y avait des alliances qui se sont faites avant, il y en a qui se faisaient pendant, et il y en aura encore. Donc après, voilà, il va falloir s'allier. Je sais que notre tête de liste à l'élection européenne a beaucoup de contacts, et notamment beaucoup d'alliés maintenant, voilà, qui ont terminé dans les premiers, chacun respectivement de leur pays, qui n'était pas le cas en 2019. Donc on voit bien que l'évolution française au niveau de l'électorat, c'est aussi une certaine évolution européenne, car aujourd'hui on ne peut plus passer à côté de cette Union européenne qui est mal faite. On nous a vendu une Union européenne, on nous a vendu du rêve quand on l'a construite. Aujourd'hui, nous savons que ça ne fonctionne pas. L'Union européenne, nous en avons besoin, mais pas de cette européenne-là. D'accord, vous voulez changer l'Europe? Donc l'Europe des nations, vous savez très bien, en toute souveraineté de chaque pays, tout en ayant des accords, des accords commerciaux, des accords concernant tous les domaines, notamment l'immigration. Ah. Donc c'est quand même important d'avoir ça. Et nous avons des pouvoirs dans les pays qui arrivent aussi en place, qui arrivent à gagner, qui arrivent aussi au pouvoir justement dans certains pays, et pas seulement quelques-uns comme la dernière fois. On va finir par une question sur l'Ukraine. Donc votre parti soutient l'aide à l'Ukraine, comme normal, comme tous les partis. J'ai pas entendu. Non. Même Reconquête, je pense qu'ils soutiennent. Bon. Non, oui. Après, bon, on vous accuse d'être un parti pro-Poutine, notamment avec Thierry Mariani, qui est un très proche de Poutine. Il a même rencontré Poutine plusieurs fois, etc. Il est très proche. Et il y a aussi, on dit aussi, bon, lorsqu'il y a eu l'annexion de la Crimée, la Crimée appartenait à l'Ukraine. Elle a été conquise de façon militaire. On n'a rien dit. En 2014, on n'a rien dit. Ni personne d'autre d'ailleurs. Personne n'a rien dit. Tout le monde a dit. On a dit oui, Poutine est la bombe atomique. Même en Europe d'ailleurs. Personne. Tout le monde, même le président Sarkozy s'était vanté pour la Géorgie d'avoir évité la 3e guerre mondiale. On n'a rien dit. Donc la Crimée, elle a été annexée dehors du droit international, et il y a eu un référendum. Bon, on connaît très bien dans un pays qui est occupé ce que c'est qu'un référendum. Et il y a eu 19 de vos candidats aux élections législatives de cette année qui étaient des observateurs bénévoles. Et donc, ils ont dit que tout s'était bien passé. Alors comment peut-on être observateur bénévole dans un référendum où la population est soumise? Comment vous justifiez ça? Comment vous voyez le rapport entre la France, vous, et le Rassemblement national, entre la France et la Russie de Poutine? Alors, bien sûr, beaucoup de monde tombe dans la facilité, notamment nos opposants. Pro-russes, c'est faux. Nous avons toujours prôné l'équidistance entre tous les pays. Nous souhaitons le pouvoir de la 6e ou 7e puissance mondiale, la France. Donc nous on sera obligé de discuter avec tout le monde. La guerre en Ukraine, on l'a condamnée largement. La Russie de Poutine, qu'on a condamnée largement. Nous avons voté certaines mesures contre lui. Mais aujourd'hui, en déclarant des choses comme notre président de la République ne peut que mettre de l'huile sur le feu et déclencher, nous n'espérons pas, une 3e guerre mondiale. Alors oui, la guerre en Ukraine ne peut pas durer 100 ans. Alors oui, un jour, il va bien falloir négocier, il va bien falloir s'asseoir autour d'une table. Alors quand? On n'en sait rien. Et à quel prix surtout? À quel prix? On n'en sait rien. Pour l'instant, on n'en sait rien, ces choses-là. Mais on peut dire que oui,
il va bien falloir discuter un jour. Nous avons toujours discuté avec tout le monde. Nous l'avons rencontré il y a quelques années. Nos anciens présidents aussi, hein, notre président actuel l'a rencontré, Vladimir Poutine aussi. Il ne le dit plus, mais il l'a rencontré. Il a même essayé au début de la guerre d'Ukraine. Avant la guerre. Avant la guerre, oui, bien sûr. En tant que président. Oui, mais oui. Ben donc voilà, nous on nous reproche aussi et lui on lui reproche moins. Donc forcément, oui. Nous, Marine Le Pen a rencontré depuis des années. Oui, nous devons discuter avec le Russe, l'Américain, le Chinois. Tous les autres pays du Sud, du Moyen-Orient, bah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est des places qui sont importantes sur la planète. Et si on veut éviter un conflit d'ordre mondial, on est obligé de discuter. Alors après, tout dépend des conflits. Voilà, il faut voir au moment propice, au moment où on peut discuter des meilleures choses. Alors c'est le cas de l'Ukraine, mais c'est le cas d'Israël aussi. C'est le cas où on a parlé de l'Azerbaïdjan aussi, on a parlé de beaucoup de choses. Mais tout est faisable à condition qu'on le veuille et qu'on soit diplomate. Voilà, notre président a l'art aussi de se mettre du monde à dos. Et voilà, c'est juste pas possible de jeter de l'huile sur le feu à chaque fois. Donc il va falloir être sérieux, diplomate et vraiment s'engager sur la voie de la paix. Les Français sont tabous, l'État français est en état d'urgence. Aujourd'hui, vous nous avez fait confiance en masse, dans notre circonscription aussi, pour les élections européennes. S'en est suivi cette dissolution où nous devons conforter ces choses-là, car nous agirons sur nos programmes récents, sur le pouvoir d'achat, l'insécurité, l'immigration, les thèmes qui vous touchent, qui touchent tous les Français et les gens de cette 5e circonscription. Nous pouvons gagner, nous pouvons envoyer, c'est le moment d'envoyer le maximum de députés d'Union nationale derrière Jordan Bardella à l'Assemblée nationale pour changer notre pays, effectuer le redressement dont il a besoin. Alors oui, les 30 juin et 7 juillet, votez déjà et votez pour cette Union nationale qui rassemble aujourd'hui une majorité de Français et qui rassemble beaucoup de gens que vous connaissez, qui sont issus du civil et issus d'une coalition d'union nationale.